Lundi 13 octobre 2025, la romancière et journaliste Natacha Apana, autrice notamment de Tropique de la violence en 2016 ou de Rien ne t'appartient en 2021, présentait à la librairie Ombre Blanche La nuit au cœur, son nouveau roman paru chez Gallimard, couronné du prix Femina 2025. Un récit traitant des violences conjugales en entremêlant le portrait de 3 femmes. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Natacha Apana. Bonjour. Merci d'être avec nous ce soir. Merci on est de ravis. m'avoir invité. Je vous en prie. On est vraiment très ravis de vous accueillir et aussi de vous accueillir, vous, public, pour parler d'un livre... Pour parler d'un livre très fort de la rentrée littéraire, La nuit au cœur, paru fin août aux éditions Gallimard. Alors ma première question, vous êtes en lice pour un nombre assez incroyable de prix littéraires. J'imagine que vous vivez une rentrée peut-être pas comme les autres. Donc ma première question, c'est comment est-ce que vous allez, comment est-ce que vous vous sentez, comment est-ce que vous vivez toutes ces choses depuis début septembre. Bonjour, merci d'être là. Je le vis bien. Je prends un jour à la fois. Je trouve que c'est quand même des joies. Il y a 450 livres à chaque rentrée, donc être dans la sélection, c'est une chance. Je sais aussi que on est dans les sélections et on peut en sortir vraiment du jour au lendemain. Donc il faut profiter. Je fais en ce moment la tournée du Goncourt des lycéens et ça c'est un grand privilège de rencontrer les jeunes d'entre 15 et 17 ans et qui lisent La nuit au cœur. Oui. Alors, on vous avait laissé en 2023, si je dis pas de bêtises, avec La mémoire délavée, qui était un récit absolument magnifique sur vos aïeux. Et si je dis pas de bêtises, j'ai l'impression que déjà en 2023, vous aviez commencé la rédaction de La nuit au cœur. J'aurais aimé savoir comment s'est fait peut-être la transition entre les deux, ou comment est-ce que ça s'est chevauché, comment est-ce que ça s'est passé tout simplement pour vous à ce moment-là de l'écriture. Il se trouve que j'ai écrit La mémoire délavée entre 2022 à peu près, mais j'avais déjà commencé à travailler sur La nuit au cœur à partir de 2021. En réalité, je l'ai envisagé, je l'ai imaginé comme souvent mes livres, j'aime beaucoup les imaginer comme quelque chose, un objet un peu lointain qui se rapproche de moi dans une forme particulière. Et c'est un livre que j'avais déjà envisagé, mais dont je n'avais pas commencé l'écriture. Ce qui est particulier, en tout cas dans mon atelier d'écriture, c'est que c'est le premier livre que j'envisage, que je me dis que je vais écrire, mais pour lequel je n'ai aucun calendrier. C'est-à-dire, je ne me dis pas, j'aimerais le terminer dans 4 ans, dans 5 ans. Je savais que c'était un livre qui ne pouvait pas être au dehors, comme j'aime à le dire, c'est-à-dire être publié avant le procès du mari de Chahinez. Mais en même temps, c'est un livre que j'ai vraiment... dans lequel j'ai avancé, je dirais, les 2 premières années dans une sorte de grande solitude, une sorte de traversée où je ne savais pas du tout qu'est-ce qui allait en sortir, comment j'allais pouvoir l'écrire, passant de surprise en surprise, de déception en déception. Et La mémoire délavée arrive un peu au milieu, où je m'exerce, je crois, pour la première fois, à ce que c'est que l'écriture du réel, vraiment, à ce jeu Mais c'est un jeu très doux, puisque c'est un jeu sur mes grands-parents, que j'aimais beaucoup. Mais je crois que là aussi, dans La mémoire délavée, il y a déjà cette notion du rapport de force inégale, de l'enfermement, de ce que c'est qu'être en exil de soi-même. Mais l'écriture même de La nuit au cœur se fait pendant 1 an et demi à peu près, entre 2024 et 2025. C'est un livre que j'ai rendu en avril de cette année. Il y a eu un déclic, si je dis pas de bêtises. Donc on est en 2021, au mois de mai, et vous habitez à Bordeaux à l'époque, et vous entendez une
une information, un fait divers comme on en entend malheureusement beaucoup trop. Donc c'est Shahnez Daoud qui a, à ce moment-là, vous vous êtes dit « Ok, je suis prête à y aller, peut-être prête à retourner sur vous-même, c'est ça ?» Alors, je me dis pas ça tout de suite. Okay. Hein. J'entends, je me souviens très bien, c'est le matin, j'entends ce sujet à la radio qui parle d'une femme qui a été, d'abord, on dit qu'elle a été immolée par son mari, et ensuite, vous savez, les faits divers, comment au fil de la journée, on apprend des détails. Donc, j'apprends que son mari lui a tiré 2 balles dans la cuisse. Elle n'a ni nom ni prénom. En réalité, ce qui me frappe, c'est la dimension exécution publique. Elle meurt en pleine rue à 18h30 dans une rue passante. Et je me souviens être sortie j'avais un petit balcon à Bordeaux, je sors et je regarde vers la direction de sa maison en me disant mais c'est là. Et pendant les jours qui suivent, il y a une sorte de triple temporalité, à la fois cette temporalité très étrange, cacophonique du fait divers, où on apprend tout et j'allais dire n'importe quoi, mais c'est un peu n'importe quoi. Et ensuite une temporalité du souvenir, où la mémoire de ma cousine Emma me revient. Je me dis, mais elle aussi... Elle est tombée sur la rue, sur la chaussée publique. Et je rêve énormément. Je rêve d'elle souvent. Et je rêve aussi comme de moi-même avec elle. Et je sais que pendant ces premières semaines, je me dis que si je dois aller vers elle, c'est comme ça que je le dis, hein. Pardon, c'est mal dit là maintenant, mais c'est comme ça que je le formule. Si je dois aller vers elle, si je dois chercher une sorte de exploration de l'engrenage, de ce qui amène à cela, il faut quand même que je puisse dire ma propre vérité. Je savais que peut-être que c'est une forme de légitimité que je trouve à retourner la peau de ces femmes-là. Je me suis dit qu'il fallait que je le fasse pour moi-même. Et il y a une sorte de sédimentation un peu étrange entre ce que je voyais, ce que j'entendais, ma propre vie et mon expérience d'écriture. Je crois pas que j'aurais pu l'écrire avant ce livre-là. J'aurais eu peur tout le temps, peur d'être indécente, peur d'être indigne, peur de ne pas être à ma bonne place. Bah alors j'en profite parce que ça fait partie comment dire, des réflexions que je me suis faites, ce positionnement où on a l'impression à vous lire que vous cherchez sans cesse comment vous positionner, trouver votre intention, vous le répétez. Il y a un passage qui m'a marqué au début où vous dites « je dois décrire ce canapé ». Vous êtes sans cesse en train de tâtonner et de trouver votre positionnement. Comment a été ce processus-là justement d'intention peut-être d'une certaine manière ? Vous mettez le doigt sur quelque chose qui a été essentiel dans la forme. C'est-à-dire quand je commence l'écriture de ce livre-là, donc en 2024, toute la partie de la documentation, la partie... Alors je n'aime pas dire enquête vraiment, parce qu'une enquête, elle est exhaustive, elle est sociologique, elle est documentaire. Et moi, j'ai l'impression que j'ai passé beaucoup de temps à attendre. J'ai attendu qu'on me réponde. J'ai souvent été devant sa maison. Parfois, j'ai écrit à des personnes qui ne m'ont pas répondu. J'ai attendu les réponses. Je suis allée chez elle, je suis allée chez ses parents. Et on est longtemps resté dans une sorte de silence, eux et moi. Je ne savais pas quoi dire, eux non plus. Et dans ce silence-là, il y avait quelque chose quand même à éprouver. Donc, quand arrive l'année 2024, je commence par raconter ce que j'appelle moi le trou. C'est le trou dans lequel je suis tombée. Et la partie dont vous parlez,
c'est le passage où je raconte la première fois où j'ai été chez cet homme. Et c'est vraiment un moment que je ne souhaite pas raconter. Vraiment, j'aurais aimé pouvoir ne jamais le dire, ne jamais l'écrire. D'ailleurs, je ne le dis pas, je l'écris, c'est pas la même chose. J'aurais aimé vraiment ne pas avoir à regarder cela. Mais je sais que je dois le faire parce que à ce moment-là, je comprends, je sais que l'emprise qu'a vécue Chahinez, l'emprise qu'a vécue Emma, n'est pas seulement une emprise intellectuelle, sociale, culturelle, c'est également une emprise du corps, de ce que c'est les us et les coutumes du corps, les usages de la sexualité dans un couple. Et je sais que je dois raconter, la première fois où je vais chez cet homme. Et j'ai beaucoup de mal à le raconter. Et là, heureusement, il y a mon ami qui est le langage. Pour moi, la langue et le langage sont les questions essentielles dans mon travail. Et donc, j'approche ce moment qui est un moment de mon expérience, mais un moment dont je veux faire littérature, dont je veux le décrire d'une telle façon à ce qu'il soit à la fois aussi un engrenage quand on le lit. Donc, j'avance à la fois dans la mémoire, dans la langue, et je me rends compte que j'avance et que ce que j'ai au début, la lumière me paraissait jaune, ensuite elle est orange, ensuite elle est rouge, ensuite elle est aveuglante et elle redevient jaune. Et je me dis, j'avance en réalité comme une sorte de ressassement. Et ce livre, je vais l'imaginer comme ça, je vais l'imaginer comme un cercle, comme un ressassement, comme un aller-retour permanent entre l'être aimé, l'être qu'on veut tuer et le rêve de ce que c'est que l'amour. Alors, peut-être, avant d'approfondir, parce qu'il y a tellement de choses à dire, je voudrais juste revenir sur le tout début du livre, qui est vraiment 10 premières pages absolument saisissantes, où vous avez une idée, celle d'une boîte, où vous allez enfermer les 3 hommes dont il est question. Alors, je ne sais pas si c'est clair pour celles et ceux qui n'ont pas lu le livre, mais vous commencez par décrire 3 hommes, et puis ensuite 3 femmes qui courent. Peut-être revenir rapidement là-dessus, si ce n'est pas clair pour tout le monde, et surtout parler de cette fameuse boîte. Oui, alors pour moi, c'est pas une boîte, c'est une pièce. Une pièce, pardon. C'est une pièce. Oh, c'est pas grave. C'est vraiment une pièce avec une ouverture en hauteur. Je crois qu'on appelle ça un jour de souffrance, je crois, ou une meurtrière, je sais plus comment on appelle. Enfin, c'est un mot, meurtrière, non? Ou un poste. Enfin, il y a des mots comme ça. Et donc, j'imaginais. En réalité, je ne commence pas comme ça. Je commence vraiment par ma partie et quand j'avance dans ma partie avec tout ce que j'ai su, parce que évidemment, quand je travaille sur Chahinez, sur Emma, sur beaucoup de femmes aussi, dont je lis les histoires, je me rends compte que, en réalité, ceux qui les emprisonnent, ceux qui vont jusqu'à les tuer, ne sont pas des êtres si extraordinaires. Ils n'incarnent pas le mal. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est? Et je pensais à la phrase de Hannah Arendt, la banalité du mal. Et dans tous mes livres, il y a un moment qui pour moi reste très joyeux, un moment que j'attends, comme on attendrait une lumière, c'est la première phrase. Quelle est la première phrase de ce livre-là? Et même quand j'écris ma partie, je savais que ma partie ne serait pas par laquelle on rentrerait. Et j'attendais cette première phrase. Et quand j'écrivais toute cette partie où je me vois avec cet homme, où je me souviens comment je suis tombée amoureuse de lui, je me dis, mais il n'était pas entièrement mauvais. Il avait quelque chose pour... Et donc c'est là où la première phrase vient. Et moi, je voulais vraiment... Peut-être aussi pour une sorte de légitimité de romancière, je voulais commencer ce livre par un chapitre fictionnel.
Et cette pièce imaginaire, c'est mon chapitre fictionnel à moi, où j'enferme ces 3 hommes. Comme c'est un livre sur le temps, c'est un livre sur le temps de 3 femmes, mais c'est un livre sur le temps de 3 hommes aussi, qui ne se sont jamais connus, qui n'ont jamais vécu dans le même pays, qui ont des histoires très différentes, des cultures, des éducations, même une manière de penser très différente. Et dans ce chapitre-là, qui s'appelle La pièce imaginaire, je les enferme. Et ils ne savent pas pourquoi ils sont enfermés. Et je me suis dit que pour moi, c'était une manière de prendre possession. Qu'à ce moment-là, ils seraient là, comme à la merci de cette histoire-là. Et souvent, j'ai pensé à cette pièce-là quand j'ai écrit. On dit toujours qu'on a un lecteur imaginaire, on a quelqu'un qui est... j'ai souvent écrit avec Shahinez ou Emma dans la tête, mais j'ai souvent écrit aussi en me disant que j'avais enfermé ces 3 hommes-là dans une pièce imaginaire et qu'ils écoutaient eux aussi. Alors, vous venez de l'aborder, le côté fictionnel. Comment dire, j'aimerais qu'on parle de ce lien entre l'écriture du réel et la fiction, oui. Parce que il me semble que vous dites à plusieurs reprises que vous avez besoin à un moment donné d'imaginer, notamment je pense aux dernières heures qu'a vécu Shahinez Daoud, où vous vous mettez presque à sa place et vous tentez de faire le déroulé de sa journée. C'est pas, je trouve, sans rappeler les mots de Laurent Mauvinet dans son texte La Maison vide, aussi lui qui prévient à un moment donné, qui dit là, je dois inventer, en tout cas imaginer. Quel lien vous faites en fait, quel est cet équilibre-là qu'on trouve dans ce type de projet entre le réel et le fictionnel? Et ce que je vous dis, c'est quand j'ai imaginé ce livre, je l'ai imaginé comme une sorte de mécanique avec des rouages. Et les rouages, ce sont les chapitres à titre. La pièce imaginaire, il y a un chapitre qui s'appelle Incassable, il y a un chapitre qui s'appelle Les mers, il y a un chapitre qui s'appelle Habitudes comportementales, qui sont des chapitres vraiment fiction où j'invente. Pour moi, ce sont des rouages pour passer d'une écriture à l'autre. Je découvre, j'avais déjà éprouvé cela avec La mémoire délavée, mais je l'éprouve encore plus, que l'écriture du réel n'est pas donnée. Ce n'est pas une écriture, c'est pas parce que c'est arrivé que l'écriture en est aisée. Et j'ai eu, pour moi, c'est l'écriture du doute permanent, c'est l'écriture du où se place ce jeu-là, de quel jeu je parle. Est-ce que c'est le jeu de la jeune fille de 17 ans? Est-ce que c'est le jeu de celle qui en est sortie? Est-ce que c'est ce double jeu, à la fois moi et elle à côté de moi? Donc c'était vraiment un questionnement en permanence. Et quand vous dites que c'est pas vraiment que je me suis mise à la place de Shahinez, parce que ce serait indécent de ma part de faire ça. Mais en tout cas, ce chapitre-là, c'est vraiment l'écriture du réel dans le sens de la plus minutieuse possible, parce que pour elle, sa mort est très documentée. Elle est documentée seconde par seconde. On la retrouve dans les journaux, on l'a trouvée dans le dossier d'instruction, mais pour elle, c'est très documenté. Et pourtant, j'avais l'impression que quand je suis arrivée au moment où je dois écrire sa dernière journée, c'était à ce moment-là une femme que je connaissais, dont je connaissais les habitudes, la manière qu'elle avait d'aimer ses enfants, la manière qu'elle avait de s'occuper du petit déjeuner, d'aller les déposer, combien de mètres elle faisait. Et c'est là où la restitution a lieu, si vous voulez. Ce n'est pas juste les faits, mais ce sont des faits incarnés. Ces faits-là prennent chair à ce moment-là. Et en quoi c'était important pour vous aussi de raconter donc les derniers instants de Shahinez Daoud, mais aussi d'Emma, où vous avez votre cousine, donc, où vous avez raconté la nuit en fait où elle a été renversée et tuée par son mari.
En quoi c'était important pour vous de raconter ces derniers instants? Parce qu'on va y revenir, vous parlez des heures que vous allez vous allez donner une espèce de consistance à ces heures, vous allez dire qu'elles sont collantes, vous allez dire qu'elles s'étirent. Il y a tout un travail aussi sur le temps qui se déroule dans ces derniers moments. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu quel a été votre travail là-dessus? Pour les deux, ça a été différent. Et je dirais que pour moi-même aussi, c'était différent. Pour Emma, pour ma cousine, c'était très important pour moi de raconter sa dernière nuit, parce que sa dernière nuit, c'est une vérité, je dis la vérité entre guillemets, c'est une vérité que... Non, c'est même pas une vérité. C'est une nuit que j'imagine être sa dernière nuit après avoir travaillé sur plusieurs versions de sa nuit. Il y a la version policière, il y a la version de sa famille, il y a la version de sa sœur. Et c'est comme quelque chose que je reconstruis à la manière, en effet, d'un roman, en essayant de dire, il s'est passé ça, mais tout de même, je ne suis pas tout à fait sûre de sa nuit à elle. Pour Emma, c'était différent et c'était très mystérieux. Parce que c'est drôle, parce que même si, évidemment, je sais qu'elle est morte, mais à mesure que j'avance dans l'écriture, quand il arrive ce moment où je dois raconter sa journée, je me plais à imaginer que toute l'inexorabilité autour de sa mort va s'en retrouver diluée dans ce livre, que je pourrais, par la magie de la littérature, par la magie qui est un peu folle de raconter ce qui s'est déjà passé, que je pourrais le contourner, comme dans un roman où on se dit, on imagine qu'un personnage va avoir ce destin-là, et après, au cours de l'écriture, on lui donne un autre chemin. Il arrive cette chose étrange, et pourtant, je veux dire quand même que sa journée, elle est inexorable. Elle est inexorable dans le sens où, par exemple, la route où elle tombe, la route où elle est tuée, j'y suis allée tellement souvent, à toutes les heures de la journée, que ce soit le matin, en pleine matinée, un jour férié, il y a toujours du monde. Pourtant, le jour où elle est morte, c'était entre 18h et 18h25, il n'y avait personne. Au cours de cette journée, énormément de choses auraient pu faire qu'elle dévie de ce chemin-là, qu'elle prenne autre chose. Et pour son assassin également. Et cette inexorabilité-là, dans l'écriture du réel, je me suis retrouvée face à mon impuissance, en disant, mais je ne peux pas faire autrement que raconter ça. Et que j'espérais en même temps que raconter se dérouler la journée qui se passe dans une extrême banalité pour elle, montre comme dit Camus, qu'il n'y avait pas d'issue pour elle ce jour-là. Et alors, effectivement, et on sent aussi en ce qui concerne Shahnaz Daoud qu'il n'y avait pas d'issue presque depuis le début. En tout cas, bon, c'est peut-être un sentiment très personnel de lecture, mais j'ai eu l'image d'un piège, en fait. Déjà, à partir du moment où elle rencontre MB, où elle ignore, en fait, son passé d'homme violent. Donc, pour moi, il y a eu ce premier signe d'une sorte de piège qui s'est mis en action. Et surtout, c'est tout l'aspect judiciaire, en fait. Le fait qu'elle ait porté plainte contre cet homme, le fait qu'il y a eu tout un tas alors, je ne sais pas si on peut appeler ça des incidents, des hasards, clairement un vrai problème, un vrai dysfonctionnement. Il y a cette idée du piège, en fait, peut-être d'inexorabilité aussi, d'une certaine manière, qui se referme sur Shahnaz Daoud. Peut-être qu'on pourrait l'aborder, parce qu'en plus, l'actualité nous a montré récemment que c'est des choses qui continuent. Oui, je crois que ces situations, vous savez, on a énormément le vocabulaire. Tout à l'heure, les jours précédents, comme je parle beaucoup aux lycéens, parfois ils finissent, vous savez, me poser des questions très franches en me disant, mais... qu'est-ce que vous diriez à vous-même à 17 ans? Qu'est-ce que vous diriez? Et moi, je me souviens que quand j'avais 17 ans, et même quand j'en avais 25, je n'avais jamais entendu parler de ce mot-là, emprise. Je n'avais jamais entendu parler du mot contrôle coercitif. La peur, l'élément de peur qui est
vous avez niché en vous, mais comme un chien couché à vos pieds. Je le vivais, mais je n'avais pas de mots pour ça. Et je me disais que si j'avais conscience du piège, je crois que c'est un mot très très juste, ça. C'est quelque chose qui vous enserre comme ça, comme un filet. Alors, pour les questions plus factuelles sur Shahinez Daoud, en effet, il y a eu énormément de dysfonctionnements pour elle, avec les nombreuses plaintes. Pour Emma, elle n'avait pas porté plainte, mais elle avait dit, il va me tuer. Et beaucoup de femmes le disent. Et moi, maintenant, je suis arrivée à la conclusion, à la pensée que quand ces histoires-là d'extrême violence, parfois jusqu'à la mort, arrivent devant une cour de justice, la justice française, elle est exemplaire. Elle punit, elle prend des... Voilà, mais c'est déjà le temps de la justice, donc c'est un temps qui est déjà dans le futur. Là où ça pêche, là où il y a vraiment une sorte de flou, c'est au moment de la plainte. Et je me demande si ce n'est pas parce que ces choses-là restent et sont considérées comme étant des choses intimes. Le couple, les quatre murs, ce qui se passe entre un homme et une femme, entre deux hommes, entre deux femmes. Ce qui se passe là, c'est une sorte de confusion entre la vie commune, la conjugalité, le corps, le désir, l'amour. Et quand ça déborde vers le dehors, on ne sait pas comment le prendre. Je me demande aussi si ce terme, qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelle crime passionnel, n'est pas quand même resté dans l'esprit. Vous savez, quand vous dites « je vais porter plainte », contre mon mari, mon compagnon, ma compagne. Est-ce qu'il n'en est pas resté quelque chose ? Et c'est comme ça que j'explique que la parole de ces femmes-là n'est pas prise au sérieux tout de suite. Après, il y a plainte et plainte. Hein. Il y a des femmes qui savent. Ça dépend où vous vivez. Ça dépend comment aussi vous verbalisez. Tout le monde ne sait pas parler correctement. Tout le monde ne sait pas dire exactement les choses qui font que la plainte est bien enregistrée, elle va au bon endroit. Et ce qui est là, ça n'a rien à voir avec le côté un peu institutionnel des choses, mais ces femmes-là, ces hommes-là sont très fatigués. On sort de ces relations-là extrêmement fatigués. On est sapé à la fois de l'intérieur, on est sapé même de soi, on est en exil de soi-même, on est sapé mentalement, on est sapé spirituellement. Je dis spirituellement dans le sens où souvent, quand on veut en sortir, on ne croit plus en rien. On n'a plus foi. Et il faut savoir prendre la mesure de cela. Là, on est là, notre parole est claire. Mais voilà, je crois qu'il y a là peut-être des formations. Moi, je crois peu en ce truc de il faut les femmes pour accueillir des femmes. Je crois peu en ça. Je crois vraiment en une sorte de changement d'état d'esprit sur ce qui est de l'intimité et qui déborde. Alors donc, le policier, le fameux policier qui a écouté... mais là, lui, ça c'est vraiment... ça, pour moi, ça fait partie de l'inexorabilité de l'affaire Shahinez Daoud, parce que le policier qui prend sa plainte est lui-même accusé de violence conjugale. Donc, et donc, il n'y croit pas. Et c'était un mois auparavant, en plus, c'est quelque chose de tout récent. Tout à fait, c'est un mois auparavant. Donc, c'est quelque chose, il n'y croit pas. Et là, il y a dysfonctionnement, alors Bien sûr, mais bien sûr, il y a dysfonctionnement, et il a été mis à pied. Hein. Il y a un mois, il y a eu une jeune femme qui s'appelle Inès Messelem. J'allais vous en parler. À Bordeaux.
Et c'est là où vraiment, je me dis qu'il y a quelque chose là, vraiment. Il faut travailler ce temps-là. On dit qu'il y a le temps de l'amour, le temps du désamour, le temps de la noirceur, le temps de la justice, mais il y a un temps là. Et cette jeune femme, elle avait 25 ans, au contraire de Shahinez Daoud, qui avait toujours peur, qui parlait français, mais pas aussi bien. Parce que vous savez, quand vous rentrez dans un commissariat, si vous dites « je veux porter une plainte », déjà, on dit oh, « elle ne parle pas français, c'est une plainte, madame ». Inès Messelem, c'était une vraie bonne élève dans ce sens-là. Elle savait, elle était éduquée, elle a été voir les bonnes personnes, elle a eu même ce qu'on appelle un téléphone grave danger, et pourtant, ça n'a pas marché pour elle non plus. Alors, comme le temps passe, je me dis que c'est un petit peu le bon moment, vous parliez déjà de l'emprise, de vous écouter peut-être lire un extrait que j'ai trouvé très fort. Je trouve qu'il apporte en plus un éclairage complètement nouveau. En tout cas, moi, j'avais jamais lu l'emprise dit comme ça, et il me semble que c'est aussi un passage qui est important pour vous. Donc, on va vous écouter lire. Je n'ai pas fermé l'œil la première nuit quand je suis revenue chez mes parents. J'ai retrouvé ma chambre presque telle que je l'avais laissée 6 années auparavant. Ma mère avait fait mon lit avec un drap que j'aimais beaucoup. J'ai l'impression de l'avoir toujours connu, ce linge en coton, à pois bleu. À force de lavage, il avait acquis une douceur inégalée. Le corps, au coucher, se lovait dedans comme si c'était de la soie. Je me le rappelle aujourd'hui, mais je ne sais pas si ce geste m'avait touchée à ce moment-là comme il me serre le cœur maintenant. J'avais oublié la vérité de ces détails-là, de ces petits gestes qu'on fait pour ses enfants. Je ne me rappelais plus leur langage, la manière dont ils murmurent tout bas. Je me souviens de ce que tu aimes, je me souviens de toi, enfant. Reste un peu ici. J'étais dans mon corps de femme de 25 ans, dans cette chambre, à regarder ce drap à pois bleu impeccablement repassé, mais j'étais également dans un corps sans âge, cabossé en dedans et ailleurs, dans un lieu gris où l'enfance et les sentiments charitables n'existent plus. Je me suis couchée tôt, écrasée de fatigue. Je suis restée longtemps allongée sur le dos, dans le noir. Je ne faisais aucun bruit. La maison était plongée dans un silence épais. J'avais l'impression que mes parents et mon frère tendaient l'oreille vers ma chambre et qu'au moindre son suspect, ils accouraient. Ma tête était sur le point d'exploser de pensées. Qu'est-ce que tu fais là? Tu es vraiment une loseuse. Tu as tout raté. Comment tu vas faire pour te lever demain? Comment tu vas vivre? Personne ne voudra de toi. Tu es une fille gâchée, tu as une vie gâchée. Qui sème le vent récolte la tempête. C'est toi qui l'as cherchée, tu l'as bien trouvée. Tu ne dois parler à personne, personne ne te croira. Il ne faut pas pleurer devant les parents, il faut faire semblant. Combien de temps pourras-tu faire semblant? Que vas-tu faire si tu le vois demain au bureau? Que vas-tu faire si on te demande pourquoi? Si on te demande comment? Qui es-tu maintenant? En quoi t'es-tu transformé? Au milieu de ces pensées, ou mélangées à ces pensées, des images de la nuit précédente passaient et repassaient dans ma tête. La manière désarticulée que j'avais de courir, moi qui ai toujours su courir vite et bien. À quoi ça sert toutes ces années de compétition si c'est pour zigzaguer comme un pantin? Moi, au milieu de la route, alors que j'aurais dû me cacher dans un buisson. Les phares sur moi, le bruit du moteur, le bruit de l'accélérateur, moi dans la voiture, moi accroupie entre le tableau de bord et le siège sur le tapis de sol. Son bras puissant qui me maintient en place, qui frappe, qui menace. Son regard noir, sans lumière, sans pitié, sans souvenir.
le grésillement de sa cigarette et la manière dont je suis ce point orangé et le temps que ça dure. C'est le temps de prendre une décision. En finir avec moi, ou en finir avec nous deux, ou revenir à la maison. Au milieu de la nuit, toutes les choses inanimées de cette chambre se tournent vers moi et me demandent, avec ironie, si j'ai pris la bonne décision. À toutes ces choses se superposent les maisons que j'ai habitées depuis 6 ans. Je les ai nettoyées, je les ai lavées, je les ai parfois décorées, je recouvrais les tables de nappes, j'achetais des draps et des serviettes et des gels douches qui sentaient la fleur de frangipanier, je cuisinais parfois des plats qui avaient bon goût, et les nuits de cyclone, je restais éveillée, entourée de bougies. Au milieu de la nuit, soudain, et en dépit de la mort regardée en face, ma vie d'avant m'a manqué. Il faut dire ces choses qui nous font honte. Il faut dire que pendant des années, nous trouvons quand même la ressource de faire quelque chose de cette violence qui nous entoure. Et quand il faut partir, il faut aussi laisser derrière soi cette part incassable de nous-mêmes. C'est une facette sans éclat, sans discours, sans atour, mais dure comme la roche. Celle qui s'occupait de la maison, des courses, qui allait travailler, qui riait aux blagues des autres, qui écrivait des articles. Celle qui continuait à acheter un parfum à la vanille, même si elle ne pouvait plus le porter sous peine d'être accusée de vouloir faire la belle, donc la séductrice, donc la pute. Celle qui avait créé une entreprise, qui s'occupait des 3 enfants. Celle qui faisait des heures de ménage par-ci par-là pour ne pas être une cassos. Celle qui savait se taire pour avoir la paix, celle qui se levait après les longues nuits de disputes, qui faisait un thé et qui s'asseyait sur le perron à écouter gazouiller les oiseaux et qui remerciait le matin d'être enfin là. À nous voir mettre un pied devant l'autre, à nous voir sourire et travailler, dormir et se lever, on n'imagine pas. Combien de fois, dans la journée, dans la nuit, j'ai été happée par les sensations de mon ancienne vie qui semblaient être encore accrochées à moi. Combien de fois, dans la journée, dans la nuit, j'ai failli céder devant sa force, devant sa traction. Il faut dire ces choses qui nous font honte. Il faut dire ces choses-là parce que si parfois il nous arrive de retourner vers nos bourreaux, c'est aussi vers nous-mêmes que nous retournons, vers ce seul nous que nous connaissions, vers ce seul corps que nous sachions faire exister désormais. Merci beaucoup. Vous me disiez tout à l'heure que vous aviez le sentiment qu'un livre entier pourrait être consacré à ce sujet. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, en tout cas ce qui est en jeu pour vous ici ? La question qu'on pose le plus, c'est pourquoi tu n'es pas parti ? Pourquoi tu es resté si longtemps ? Pourquoi quand tu es parti, tu es revenu ? Je t'ai aidé pourtant. Je t'ai aidé à faire ton sac. Je t'ai écouté. Tu m'as dit oui. Mais après, je t'ai revu avec lui. Tu m'avais donné rendez-vous. Je suis venue au rendez-vous, tu n'es pas venu. Pourquoi tu n'es pas parti ? Pourquoi tu es resté si longtemps ? Je trouve que ce sont des questions qui sont centrales à ces relations-là. Parce que pour partir, il faut imaginer vraiment que cette situation d'emprise nous change vraiment. Parce qu'il faut déployer une énergie, une force pour rester en sécurité, rester parfois pour ses enfants, rester pour soi-même, rester pour son travail, rester pour plein de choses. Et qu'en déployant cette énergie-là, on se met à exister autrement. Pour partir, il faut être totalement en sécurité morale, en sécurité physique. Et souvent, les femmes ou certains hommes ne partent pas parce qu'ils ont toujours peur. Et souvent, on revient
parce qu'il nous a retrouvés. Et il vaut mieux être devant ses yeux, il vaut mieux être dans la même pièce que lui qu'être ailleurs et qu'il nous découvre. Ça, c'est très important. Et qu'il surgisse derrière un buisson d'un véhicule et qu'il fasse quelque chose pour lequel on n'est pas tout à fait prêt. Dans cette difficulté à partir, il y a tout le poids, toute l'énergie qu'on a déployée. Et quand on a des enfants, c'est plus difficile. Il y a quelque temps, j'ai fait une rencontre comme avec vous, dans une librairie, et il y a une dame qui est venue vers moi et qui m'a dit que sa mère était dans une relation comme cela et que elle, adulte, a tout fait pour que sa mère puisse partir. Elle me dit j'ai tout fait et que sa mère n'a cessé de lui répéter pendant 20 ans. Donc 20 ans à partir du moment où elle a été adulte. Elle ne lui a répété qu'une seule phrase, c'est « je ne peux pas ». Et je trouve que dans ce « je ne peux pas », c'est pas « je ne veux pas », c'est pas « je ne le désire pas », c'est « je ne peux pas ». C'est l'incapacité. Alors le poids de cette peur, la forme que ça prend dans nos têtes et dans nos cœurs, c'est vraiment indicible. Et on n'en a pas parlé, c'est peut-être l'occasion, vous parlez de la honte. La honte revient beaucoup dans votre livre, c'est vrai que d'un point de vue parfaitement extérieur, c'est une idée qui peut surprendre. Alors à force de lire les choses, on se rend compte que non, mais est-ce que vous pouvez nous raconter, peut-être nous expliquer d'où vient, qu'est-ce que c'est que cette honte que vous avez le besoin de dire dans cette partie-là, et comment est-ce qu'elle naît, comment est-ce qu'elle vous occupe, vous occupe? Alors pour Chahinez et Emma, c'est la honte de ne pas pouvoir partir, c'est la honte d'accepter certaines choses subies à son esprit, à son corps, à ses rêves, à ses désirs, et de savoir ça. Les femmes et les hommes qui subissent ce genre de relations ne sont pas du tout déconnectés d'eux-mêmes, ils le savent très bien. Pour ce qui me concerne, je crois que la honte, elle vient aussi principalement du fait que j'ai été très en colère plus tard envers moi-même. C'est la honte de pas pouvoir partir. C'est la première fois quand vous partez, que vous revenez, vous avez la honte de revenir. Vous avez la honte auprès de ceux qui savent que vous êtes parti mais que vous êtes revenu. Et il y a une deuxième honte, troisième honte quand vous réessayez de repartir. Et ce sont des couches successives à chaque fois. Mais pourquoi? Et on le sait pas nous-mêmes. Et vous savez, moi je pensais être guérie de ça, comme on guérit d'une maladie, mais il m'est arrivé il y a pas longtemps, au début de l'automne, où j'ai fait un entretien dans une radio où on m'a posé une question et j'ai eu honte et je ne voulais. Je me suis dit mais d'où ça vient, mais j'ai eu honte, mais bon, il faut l'éprouver, cette honte-là. Et c'est étrange parce que souvent ceux qui donnent la violence, ceux qui l'infligent n'ont pas honte. Et ceux qui restent dans cette violence-là, ça dure très très longtemps. On y pense, on y repense, pourquoi j'ai fait ça, vraiment. Alors que pour l'autre partie, c'est rapide. Je l'ai vraiment vu au procès du mari de Chahinez, ça. Que la honte était un sentiment qui lui était étranger. Alors que ce qu'il a fait est honteux. Vraiment. Peut-être, j'avais encore une question avant de laisser la parole au public. Il y a une image aussi que vous déployez à un moment donné. Vous parlez de 3 différents liens qui vous unissent, vous, à vos parents. Il y a la Natacha avant, vous m'arrêtez si c'est une bêtise, la Natacha pendant et la Natacha après. Et vous finissez par écrire
J'avance sans bruit dans l'espoir d'un sens à ce récit triangulaire, et j'écris dans le noir, à tâtons, essayant de retrouver des fils perdus, me heurtant au temps, au silence. Quels sont ces trois liens dont vous parlez, Natacha ? Oui, c'est un lien que j'ai eu avec eux de ma naissance jusqu'à l'âge de 17 ans, où j'ai connu cet homme, et là j'ai vécu dans une sorte de secret de ma relation avec lui. J'ai un deuxième lien avec eux qui a duré 7 ans. C'est ce que j'appelle, moi, ma propre disparition, parce que je les ai vus très peu de fois. J'ai pas, enfin, mes parents ne m'adressaient pas la parole. Voilà, on était très fâchés. Mais quand même, il est arrivé que mon père vienne me voir à mon travail. Il est arrivé que ma mère me téléphone. Donc, il n'était pas complètement coupé, ce lien-là. Mais il était fait d'une sorte d'incompréhension, d'impossibilité même d'être presque dans la même pièce. Et ensuite, il y a ce lien quand le jour où je suis rentrée chez mes parents, où j'ai pris vraiment la décision de me donner une deuxième chance et de leur donner aussi une deuxième chance, c'est-à-dire je savais, alors mes parents, voilà, je savais que si je reparlais de ça, voilà, ça allait leur faire beaucoup de peine, et je me suis dit, il va falloir que tu fasses autre chose, que tu essayes de retrouver, mais ça ne s'est jamais fait. Donc j'ai 3 liens avec eux. Et je dois vous dire très honnêtement que j'ai un 4e lien avec eux depuis la sortie de ce livre. Oui, on vous écoute. Je garde ça pour l'autre livre. Non, mais c'est un lien qui est, comment dire, difficile, mais qui est un lien dans une vérité que j'ai souhaitée depuis très longtemps. J'ai vécu, moi, dans une société terriblement corsetée par plein de choses. Vous savez, moi, vous parliez de la mémoire délavée. Moi, j'ai vécu dans une maison avec mes grands-parents qui sont nés et qui ont grandi dans une plantation. Donc à l'époque de l'esclavage, ce sont des gens qui ont un esprit très particulier du labeur, de ce que c'est que la parole, de ce que c'est que dire son histoire, dire sa langue, et aussi de savoir que son histoire et sa langue sont dignes d'être dites et d'être racontées. Et mes parents sont leurs enfants. Donc moi, je sais pas pourquoi, hein, je sais même pas... d'où me vient cette idée folle d'écrire des livres, mais voilà, mon lien avec eux maintenant, il est ce lien de vérité, et comme je n'ai pas du tout parlé à mes parents de ce livre-là, je leur disais que je travaillais sur Emma, et je leur disais mais il y aura des éléments autobiographiques, et mes parents voilà. Ils se braquaient un peu, et après ils m'ont dit qu'ils avaient très peur de ce que j'allais raconter, et ils m'ont donné, ils ont eux gardé en mémoire des choses que moi j'ai oubliées. Donc c'est un 4e lien. Et est-ce que vous avez pu échanger avec la famille de Shahnez Daoud après la parution du livre ? Parce qu'il en est beaucoup question pendant, quand vous allez voir la maison. Bien sûr, je leur ai envoyé. J'échange plutôt avec leur avocat et la dame qui leur sert de traductrice et d'interprète. L'avocat qui connaissait vos livres, vous racontez. Incroyable. Ça, c'est fou. Ça vous a aidé, j'imagine Ah, mais je pense, aider, c'est un euphémisme. Parce que j'ai souvent demandé, j'ai écrit un livre sur la prison, et je me souviens, ça m'a pris 2 ans avant d'avoir l'autorisation d'un rendez-vous avec le directeur. Mais 2 ans, c'est des dizaines de lettres, des dizaines de mails, vraiment des coups de téléphone. Et lui, je lui ai écrit un mail,
il m'appelle, il me dit est-ce que vous êtes l'autrice de... Je dis oui, c'est moi. Et ça, voilà. Et puis c'est un homme qui lit beaucoup, donc il a eu une confiance. Voilà. Enfin, j'espère que j'étais à la hauteur de sa confiance. Merci. Est-ce que peut-être dans le public, il y a des questions, des remarques, est-ce que vous avez des choses que vous voulez demander à Natacha ou simplement peut-être faire une remarque? Bon, il me reste des questions si jamais, mais en tout cas, n'hésitez pas, je peux passer le micro. Oui? Bon, je voulais déjà dire que donc, j'ai lu ce livre et c'est... Ah mince, je refuse mes mots. Parce que je suis un peu ému parce que je crois que c'est un des livres qui m'a le plus bouleversé, vraiment. Qui m'a vraiment le plus bouleversé. Et que je trouve que vous aviez des craintes pour l'écrire, mais que la réussite, elle est vraiment formidable. Et j'espère vraiment que vous allez avoir le Goncourt parce que depuis que je l'ai lu, tous les gens que je rencontre, je les invite à le lire, et surtout les hommes. Parce que dans ce que vous écrivez, le problème, c'est quand même les hommes. Et quand vous parlez de faits divers, ça me dérange un peu parce que je pense que ce ne sont pas des faits divers. Je me demande, parce qu'il y a une comptabilité un peu qui se passe en France, parce qu'on ramènerait ça sur la terre entière, est-ce que c'est pas un crime de masse? Vraiment. Non, mais... Oui, alors, vous avez absolument raison de dire ça. Je parlais du fait divers dans la manière dont le meurtre de Chahinez était décrit. Comme moi, j'ai une formation de journaliste et j'ai exercé aussi, je voyais bien le mécanisme à l'épreuve. Mais vous savez qu'il y a plusieurs féminicides. Voilà, ça c'est... J'ai le temps quand j'écrivais ce livre, je ne voulais pas dire féminicide. Je disais crime conjugal. Et quand j'ai assisté au procès du mari de Chahinez, j'ai parlé comme ça dans un couloir à l'avocat général. Et je lui disais ça. Je lui disais que dans le mot féminicide, il y avait beaucoup de choses. Et là, il me dit non, mais c'est important parce que dans ce féminicide, quand une femme décide de tuer son mari, elle le fait rapidement. Elle peut y réfléchir, mais voilà, que l'élément de l'emprise et de la coercition existe vraiment. C'est pour ça que je dis féminicide conjugal. Et vous avez raison, parce qu'il y a féminicide de masse, il y a féminicide d'honneur, il y a une déclinaison à avoir, et je crois que c'est encore un mot où la nuance, la complexité est à voir avec l'adjectif. Eh bien, merci. Et je vais rajouter que quand j'ai lu, c'est plus qu'un hommage que vous avez rendu à Chahinez et à votre cousine Emma. Parce qu'on entend tout le temps, c'est des brefs dans les journaux, à la radio, c'est un peu des numéros. Et donc, quand j'ai appris pour Inès, il y a un mois, là, j'ai voulu approfondir parce que je me dis, mince, c'est une personne. Et pour savoir un peu ce qui s'est passé, et le parallèle avec Chahinez, je trouve que c'est effrayant. C'est absolument effrayant. C'est vraiment effrayant. Et je trouve que là, vous les avez rendus plus qu'un hommage, vous les avez rendus presque éternels parce que le livre, il va rester. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors j'ai deux petites questions. Oui. Donc la première, c'est pourquoi avoir décidé de commencer par l'histoire de ces trois hommes, alors que le roman ensuite il porte sur ces trois femmes. Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est comment est-ce que au final vous avez réussi à trouver votre place quand vous avez rencontré la famille de Chahinez? Est-ce qu'il y avait quand même toujours ce sentiment un peu comme si vous faisiez un peu du voyeurisme, j'arrive pas à trouver un autre mot. Voilà. Et dernière question, juste une petite remarque pour vous remercier pour votre livre. Il était triste, mais tellement beau, tellement bien écrit, donc merci. Merci beaucoup. Alors pour votre première question, je vous remercie parce que je pensais, moi, au début, que ce livre ne comporterait rien sur ces trois hommes-là. Que les trois hommes apparaîtraient de manière, dans la vie commune. Et plus je travaillais sur, par exemple, quand j'ai creusé un peu l'adolescence de Chahinez, la manière dont elle a rencontré son mari, Emma aussi, la manière, et moi je le connaissais, son mari,
je me suis rendu compte que ces deux hommes-là et l'homme avec qui j'ai vécu ont eu des familles très aimantes, qu'ils ont eu une enfance, une adolescence, pour les trois, une mère et un père qui les aimaient beaucoup. Et je trouvais qu'on avait on avait tendance à faire le portrait de ces hommes-là comme s'ils n'appartenaient pas à la société, qu'ils ne faisaient pas partie de la cité, qu'ils avaient quelque chose en eux qui faisait qu'on les écartait. Et moi, je voulais, dans cette pièce imaginaire, justement, brosser leur portrait à grands traits pour dire qu'ils avaient eu le choix, puisqu'ils avaient connu l'amour. Et ça m'est apparu, ça m'a beaucoup bouleversée, ça, à son procès. Son ex-femme, donc le mari de Chahinez, son ex-femme et ses enfants sont venus à la barre et lui ont réitéré leur amour. C'était bouleversant. Vous savez, dans une cour d'assises, on ne s'attend pas à l'amour, à sa pureté. Et ses enfants lui ont dit « Mais qu'as-tu fait de cet amour-là » Et pour moi, ce premier chapitre, c'est ça. C'est que vous avez eu le choix. Vous ne pouvez pas, vous savez, vous cacher derrière une sorte de faille, bien sûr qu'ils en ont. Et la deuxième partie sur la place, la première fois que j'ai été chez eux, avec l'avocat d'ailleurs, il était venu avec moi, oui, j'étais un peu paralysée par le poids du chagrin, le poids de ce qu'ils vivaient. Je crois que j'ai pas parlé, il y avait les enfants et à un moment donné ils m'ont regardé et j'ai dit, voilà, je me suis entendue dire, plutôt que formuler vraiment, je me suis entendue dire je voudrais écrire un livre. C'est tout ce que j'ai dit. Et ils étaient comme ça, ils se sont appuyés, ils ont dit d'accord. C'est tout ce qu'ils ont dit. Et toujours, si vous voulez, et je revenais à chaque fois qu'il y avait, à chaque commémoration de sa mort, je revenais. Donc, finalement, je crois qu'ils ont appris à me regarder, mais à distance. Je n'étais jamais, par exemple, je ne les ai pas embrassés, je leur donnais toujours la main. J'avais une distance avec eux que je voulais maintenir. Même au procès, hein, je n'étais pas dans l'avocat, parce que c'était un procès qui est très suivi, il fallait demander des autorisations. L'avocat m'a demandé si je voulais être dans. Je lui ai dit non, moi je suis dans le public. Et je trouve que cette distance-là, elle était importante. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris quand j'ai travaillé à Mayotte pour un livre qui s'appelle Tropique de la violence. Et je me souviens, un après-midi, il faisait tellement chaud, je ne savais plus comment je m'appelais. Et il y avait celui qu'on considérait comme étant le chef de gang de ces adolescents qui est venu vers moi et qui m'a dit « Qu'est-ce que tu veux ?» Et je disais cette phrase « Je voudrais écrire un livre ». Il a fait « Ah d'accord ». Et parfois, c'est une phrase magique. Parfois, les gens se détournent en riant, mais parfois, ça peut être magique, cette phrase-là. Merci. Allez, ce sera la dernière question. Merci. Bonjour. Bonjour. Je voulais revenir sur ce que vous avez dit au départ. Vous vous êtes repris. Vous avez dit c'est pas une enquête. Oui. Or, je suis journaliste. J'ai vu une enquêtrice parce que vous avez émis des hypothèses. Vous avez été voir les victimes, les familles des victimes. Vous avez noué des liens avec des enfants. Vous avez noué des liens avec la famille de Chahinez. Et vous avez aussi, votre famille, vous avez été voir votre famille pour un peu raconter Emma, enfin, en tout cas celle dont vous aviez le souvenir, mais celle qui a aussi évolué dans sa vie. J'ai trouvé que c'était un livre très bien construit, très journalistique malgré ce que vous dites. Parce que on apprend, même moi j'ai appris des choses sur l'affaire Chahinez alors que je l'ai couverte, et j'ai trouvé que c'était très intimiste, plein de sororité,
Et ça, c'est hyper important dans le cadre des violences conjugales. Et je voulais vous remercier pour ça, parce que il y a des livres sur les violences conjugales, il y a des livres sur les féminicides, mais vous avez donné cette espèce de dimension à ces affaires-là. Et je pense, comme monsieur, on va se retrouver cette espèce de compteur morbide qui tourne chaque jour en disant il y a eu tant de féminicides. En fait, vous arrivez à donner des noms à ces victimes et plus des numéros. Et je voulais rebondir sur ce que disait monsieur, et c'est vraiment un livre passionnant et que je relirai avec plaisir. Merci. Je peux apporter une nuance, bien sûr. mais moi, je ne le considère pas comme une enquête parce que je n'ai jamais apporté de contradiction. Par exemple, il y a des personnes qui me disaient des choses dont je savais que ce n'était pas vrai, mais je ne leur disais pas. Et je crois qu'un véritable journaliste dit « mais attendez, là, c'est pas vrai, ça se passe pas comme ça ». J'ai eu accès, je pense, parce que j'avais cet élément de temps. J'ai attendu beaucoup. Concernant Emma, par exemple, bien sûr, j'ai parlé à sa mère, à son fils, mais elle est vraiment tombée dans le silence complet, ce qui existe sur elle. Et donc, j'ai dû reconstituer avec le souvenir de chacun ce qui a été. Pour Chahinez, bien sûr, c'est plus détaillé. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup. Merci infiniment, Natacha Appanah. Merci. Le livre de Natacha Appanah, La nuit au cœur, est édité chez Gallimard. Il vient de remporter le prix Femina 2025. Vous avez pu écouter une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche lundi 13 octobre 2025, réalisée et mise en onde par Radio Radio en collaboration avec Radio Radio Plus et Radio Terre.